Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. Nous commençons cette édition avec les dernières informations relatives aux négociations à la COP 21 à Paris. Les équipes de négociateurs se hâtent pour atteindre un consensus autour d'un accord sur le climat des Nations Unies. Mais les organisateurs ont déjà admis que les négociations avaient pris du retard. Le président de la conférence, Laurent Fabius, a déclaré qu'un texte final qui dressera les contours d'une plus large utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, ne sera présenté aux quelques 200 pays participants que samedi, soit un jour en retard par rapport à ce qui était prévu. L'annonce du retard intervient au moment où certains participants et observateurs ont également déclaré que les discussions, qui se sont prolongées jusqu'à l'aube, n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Mais le porte-parole de l'organe en charge du climat aux Nations Unies, l'UNFCCC, a rappelé que les retards pris sont de nature différente que ceux des dernières conférences. À Copenhague, les retards pris concernaient la correction d'une trajectoire qui allait dans le mauvais sens. Mais à Paris, il s'agit d'améliorer un consensus qui s'oriente vers la bonne direction. Nous avons encore le temps d'élaborer le texte final plus tard afin de le rendre encore plus complet. Ainsi, je pense que les gouvernements saisissent cette occasion pour dire « Nous sommes ici à Paris, pourquoi ne pas prendre 24 heures en plus pour élaborer un meilleur texte ?» As the Secretary General of the United Nations, I am urging the negotiators to make their decision. En tant que secrétaire général des Nations Unies, j'exhorte les négociateurs à prendre leur décision finale conformément à une vision globale. Ce n'est pas le moment de parler des perspectives nationales. Une bonne solution globale confortera a posteriori les bonnes solutions au niveau local. Et c'est ce qui aidera l'économie à faible impact carbone à lancer la dynamique du développement durable. Cause qui avait été adoptée par les dirigeants du monde avec enthousiasme au mois de septembre dernier. J'exhorte donc les négociateurs et je leur lance un appel. J'appelle les négociateurs de tous les pays impliqués à prendre une décision finale pour l'humanité. To take the final decision for humanity. Il y a encore 3 problèmes de rang ministériel en suspens. Il s'agit de la divergence de points de vue, du capital et des forces de travail. La solution à ces 3 problèmes dépend du degré d'implication de chaque pays. Et chacun peut faire des choix différents. Nous espérons que la communication se poursuivra. La conférence sera une réussite si ces 3 problèmes sont résolus à temps. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Barack Obama ont affirmé lors d'une conversation téléphonique vendredi que les deux puissances maintiendront une coopération sur le changement climatique. Les deux dirigeants ont déclaré qu'ils travailleraient de concert pour permettre le succès de la conférence de Paris. Les efforts entrepris par la Chine pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ont été salués par les Nations Unies. Il s'agit en effet pour Beijing de revoir à la baisse son recours aux énergies fossiles, tout en recherchant des énergies respectueuses de l'environnement. Le pays coopère étroitement avec des entreprises internationales de ce secteur. Reportage à Washington. Dans certaines régions chinoises, la population étouffe dans la pollution atmosphérique. La capitale Beijing a d'ailleurs pour la première fois fait l'objet d'une alerte rouge. Mais d'après la responsable de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, de bonnes nouvelles tentent à indiquer que l'avenir du pays et ses efforts destinés à combattre les émissions de gaz à effet de serre s'annoncent sous les meilleurs auspices. Les qualités de leader de la Chine sont un fait indiscutable. La nation chinoise, stigmatisée par les Nations Unies comme étant le premier émetteur de gaz à effet de serre, a cependant pris des mesures pour freiner le changement climatique dû à ses émissions. Qui aurait pu dire que la Chine accepterait et encore moins proposerait un pic d'utilisation du charbon en 2020, qu'elle fermerait des centrales au charbon en pays des villes devant le refus de ses citoyens de respirer un air qu'ils refusent. En plus de fermer des centrales à charbon, la Chine prend des mesures pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Pour y parvenir, le pays a reçu de l'aide grâce à une alliance conclue avec les États-Unis. L'entreprise américaine Nexant a développé un programme informatique pour Beijing. Ce système permet d'assister les entreprises mais aussi les propriétaires de logements en leur proposant un fonctionnement énergétique plus équilibré. Opower, une autre entreprise américaine, travaille avec des compagnies électriques pour calculer la consommation électrique.
Elle compare également la consommation avec leurs voisins et offre des conseils visant à préserver cette ressource. Mais la Chine fait plus encore. Il faut garder à l'esprit que la Chine est le premier producteur, installateur et exportateur de technologies solaires. C'est aussi le numéro 2 de l'éolien et le pays compte bien le rester. D'après la responsable de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la Chine a accepté le fait qu'améliorer la qualité de l'air est un bienfait pour l'environnement, mais c'est aussi une opportunité commerciale. Les entreprises, tout comme les nations qui ont compris cela, seront dans le peloton de tête des industriels de nouvelle génération. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux forces armées russes de répondre par la fermeté aux menaces qui se profilent en Syrie. M. Poutine a dit à ses soldats d'agir avec la plus grande fermeté lors d'un discours télévisé. Nous avons déjà pris des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des soldats russes et de leur base aérienne. La base a été équipée de nouvelles unités de défense aérienne. Toutes les actions de l'aviation sont couvertes par des avions de chasse. J'ordonne d'agir avec fermeté et de prendre pour cible toute menace contre les soldats russes. Chaque infrastructure qui posera un danger sera détruite immédiatement. Des propos qui interviennent 2 semaines après qu'un avion russe a été abattu par la Turquie à la frontière syrienne. L'incident a provoqué la prise des sanctions économiques par la Russie contre la Turquie et le renforcement de la puissance de feu russe dans sa base en Syrie. La Russie avait fait savoir au début de la semaine qu'elle avait frappé l'organisation État islamique à partir de sous-marins en Méditerranée. C'est la première fois que Moscou faisait usage de telles méthodes depuis le début de la campagne le 30 septembre. M. Poutine dit que la Russie utilise la campagne syrienne pour montrer ses meilleures armes à l'Occident. Le Canada accueillera 10 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Le premier de plusieurs avions de réfugiés syriens atterrit au Canada juste avant minuit jeudi. La plupart des réfugiés sont restés dans des hôtels de l'aéroport de Toronto pour se préparer à rencontrer leurs sponsors et participer à des événements de bienvenue dans les centres culturels et d'immigration. Reportage. Lorsque le Premier ministre canadien a accueilli le premier groupe de réfugiés syriens arrivés par avion dans le pays, son message ne pouvait pas être plus clair. Bienvenue chez vous, vous êtes à la maison. Le gouvernement de Justin Trudeau a promis d'accueillir des milliers de réfugiés supplémentaires. Il procède à des centaines d'applications tous les jours dans les centres de réfugiés libanais et syriens. Mona Anoura a quitté la Syrie pour le Canada il y a 15 ans. Il a amené sa fille à l'aéroport pour accueillir les nouveaux arrivants. Ils ont apporté des cadeaux. Des vêtements pour les poupées et différentes sortes de choses pour eux car ils n'ont rien apporté. D'autres sont venus seuls. En tant que Canadien juif, je trouve ça très important. Nous savons ce que c'est que d'être coincé sans refuge lorsque l'on en a le plus besoin. Même si l'avion du gouvernement a atterri, de nombreux réfugiés syriens sont arrivés en vol privé. Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Ce que nous voyons est très réconfortant. Sa famille et elle ont été sponsorisées par un groupe de mères qui travaillent dans une ville voisine. Nous avons signé un accord pour socialement et financièrement prendre cette famille à charge pendant un an. L'administrateur de l'ONG, Mario Kala, s'occupe de ce centre à Toronto. Nous nous attendons à près de 2000 réfugiés en 3 mois dans la région de Toronto. Nous avons déjà établi des liens avec des hôtels de la zone et nous devons signer des contrats. Le Canada est prêt. La moitié des Canadiens soutiennent les programmes de réinstallation du gouvernement. Les hommes armés ont attaqué 3 bases militaires dans la capitale du Burundi, à Bujumbura. Selon l'armée, 12 des assaillants ont été tués tandis que 20 autres ont été arrêtés suite à un violent combat. Les soldats disent qu'au moins 5 des leurs ont été tués. Mais selon un représentant officiel de l'armée, personne n'a été blessé. Le son des tirs a fait écho dans la capitale Bujumbura vendredi suite à des tirs de feu et des explosions les premières heures. Les résidents déclarent que les rues étaient vides et que la police était en nombre aux heures habituelles de travail. Cet excès de violence est la pire depuis l'échec d'un coup d'État au mois de mai dernier. La région reste volatile 20 ans après le génocide du Rwanda, pays voisin. Les gens craignent un renouveau des conflits ethniques.
Les autorités marocaines ont émis un mandat d'arrêt pour Salah Abdeslam, suspect recherché pour les attentats terroristes de Paris. Il est à présent un objet de la poursuite internationale. La police marocaine déclare que le mandat a été émis à la fin du mois dernier. Mais selon une source sécuritaire, l'on ne sait pas si Abdeslam s'est envolé au Maroc ou en Afrique du Nord. La police allemande a lancé une recherche le mois dernier selon des renseignements spéciaux qu'il était dans le pays. Abdeslam est en fuite depuis le mois de novembre. Son frère s'est fait exploser lors des attentats de Paris qui ont tué au moins 130 personnes. Et pendant ce temps, l'un des terroristes de Paris a été maîtrisé par l'armée française avant que l'organisation État islamique ne le recrute. Foued, Mohamed, Agad et 2 autres jeunes hommes ont tué 90 personnes dans une salle de concert parisienne le mois dernier. La Chine et l'Europe sont en train d'étudier la manière de créer un partenariat énergétique qui pourrait permettre de combler les besoins électriques mondiaux. Les experts et dirigeants des entreprises du secteur se sont réunis à Berlin afin d'amorcer cette coopération. Au cours des 2 jours de ce sommet, qui a débuté jeudi, plus d'une vingtaine d'intervenants vont partager leur point de vue sur la manière de construire ensemble un Internet de l'énergie. Leurs discussions couvrent des sujets tels que la transmission du courant, les équipements industriels et les énergies renouvelables. Notre objectif commun est de nous débarrasser à terme des carburants fossiles et d'essayer de notre mieux de limiter les émissions de dioxyde de carbone. Les énergies fossiles ne sont pas illimitées et arriveront à manquer. Nous avons donc besoin des énergies renouvelables. Plus tôt nous modifierons notre utilisation énergétique et nous trouverons des solutions alternatives, et plus cela sera bénéfique pour la planète. L'Europe dispose d'une technologie avancée, particulièrement l'Allemagne, qui possède des avantages uniques au niveau de la fabrication d'équipements électriques. Nous espérons bénéficier des ressources de l'Europe en vue de développer de nouveaux équipements et de préparer la voie à des relations dans le futur. Selon certains analystes, les partenariats dans le domaine énergétique s'avéreront importants pour répondre aux besoins mondiaux en électricité, ainsi que pour lutter contre la pollution de l'environnement. Le partenariat proposé pourrait bénéficier aux 2 parties. L'Allemagne possède un secteur industriel avancé, mais le concept de réseau énergétique mondial relève les standards. Cela correspondra à une modernisation pour eux. De plus, l'Allemagne est très enthousiaste vis-à-vis du concept de réseau énergétique mondial et souhaite participer aux efforts de construction. Je pense que le réseau énergétique mondial permettra d'optimiser le développement des énergies renouvelables et d'offrir une solution possible pour répondre à la consommation énergétique mondiale. Au cours de son discours, prononcé à la tribune des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a proposé la mise en place d'un réseau énergétique mondial pour répondre à la demande en électricité à travers des alternatives propres et écologiques. Selon les experts, cette proposition de réseau pourrait permettre de distribuer une énergie bon marché, efficace et accessible à tous, et de générer des moteurs pour la croissance économique mondiale qui soient basés sur le développement durable. Cela pourrait aider à répondre à la demande énergétique et bénéficier à l'amélioration économique en vue d'un modèle plus durable. Durant la Deuxième Guerre mondiale, près de 30 000 réfugiés juifs ont échappé aux persécutions nazies en faisant le voyage jusqu'à Shanghai. En ce jour d'Hanouka, la fête juive des Lumières, nous vous racontons l'histoire de ce médecin juif autrichien, Jacob Rosenfeld, qui a aidé la Chine dans sa guerre de résistance contre l'agression japonaise. Rosenfeld, un juif de Wien-Neustadt, ville au sud de la capitale autrichienne, a obtenu son diplôme de médecine spécialisé en urologie à l'université de Vienne. Quand les Allemands ont annexé l'Autriche en 1938, Rosenfeld a été déporté dans le camp de concentration de Dachau. En 1939, il a été relâché mais devait quitter le pays dans les 2 semaines. La Chine n'exigeait pas de visa et il a décidé de partir pour Shanghai. Là-bas, il a ouvert une clinique et a rencontré Shen Qizhen, un responsable de la nouvelle 4e armée communiste en charge des affaires de santé pour un ami commun, Hans Schipper, journaliste allemand. En fait, il vivait très bien et même dans le luxe en Chine, mais il était prêt à tout quitter. Alors que la guerre anti-japonaise s'intensifiait, le Kuomintang a fabriqué de toutes pièces l'incident du sud de l'Anhui en 1941 pour attaquer la nouvelle 4e armée qui a provoqué la colère de Rosenfeld.
Ses amis comme Sun Chi-jun lui ont dit qu'il était très difficile de vivre avec la nouvelle 4e armée. Mais il disait « je m'en fiche, j'ai déjà été dans un camp de concentration et je peux endurer beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi j'ai choisi de rejoindre la nouvelle 4e armée. » Il avait beaucoup de sympathie et de compassion pour le peuple chinois. New Force Army, his sympathy and his compassion for the Chinese people. Rosenfeld a ensuite quitté Shanghai pour le nord de la Chine. À partir de 1941, il a travaillé comme médecin pour la nouvelle 4e armée, l'armée de la 8e route et l'armée populaire de libération du Nord-Est durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise et la guerre civile chinoise dans le Shandong et le Jiangsu. Rosenfeld a mené à bien de nombreuses opérations chirurgicales. Parfois, il devait opérer des dizaines de fois par jour. Ses conditions de travail étaient très difficiles et parfois il devait même opérer sur de petites embarcations. Mais il ne se plaignait jamais. Bien sûr, il y avait aussi la barrière de la langue, mais il a appris assez de chinois pour pouvoir demander aux patients de lui expliquer leurs symptômes. Et il utilisait souvent la même phrase. Vous allez vite aller mieux pour consoler ses patients. Rosenfeld a aussi formé le personnel médical de l'armée. Il a ouvert une école dans laquelle il compilait des livres et donnait des cours. Cette nouvelle vie changea complètement l'Autrichien. Il ne portait plus de costume ni de chaussures de cuir. Le pain et le lait étaient des denrées rares pour lui. Comme nous, les Chinois, ils dormaient sur un lit en briques, comme il est de coutume dans la province du Shandong, et ils mangeaient les crêpes traditionnelles de la région, qui sont très dures et difficiles à mâcher. En raison des pénuries, le blé était mélangé, mais ils ne se plaignaient pas et disaient même que les crêpes étaient très bonnes. Après la victoire dans la guerre de résistance, Rosenfeld a été envoyé dans le nord-est de la Chine comme ministre de la Santé des forces de l'armée du Nord-Est. Il a choisi de rester en Chine après la chute du régime nazi et a participé à la marche de l'armée populaire de libération à Beijing avant de retourner en Europe avec sa sœur en 1949 à la recherche de ses proches, parmi lesquels la plupart avaient été exterminés durant l'Holocauste. Il n'avait qu'une petite valise quand il a quitté la Chine. On dit que tout ce qu'il a rapporté en Autriche était ses uniformes de la nouvelle 4e armée et quelques effets personnels. En 1950, après une tentative ratée de revenir en Chine, il a décidé d'émigrer pour Israël, où il a retrouvé son frère. Il est mort 2 ans après d'une insuffisance cardiaque. Il aura passé un 5e de sa vie en Chine, la Chine qui lui a érigé une statue et a donné son nom à un hôpital du district de Jinan dans le Shandong. Une plaque à l'entrée de l'Unfallkrankenhaus de Graz, en Autriche, dit en mémoire d'un grand médecin et humaniste en Chine, Jakob Rosenfeld. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.